11 ans et je suis formateur en secourisme et incendie depuis maintenant, 3 ans. Donc c'est la deuxième fois que j'organise une formation de secourisme, en visio comme ça. Donc si je vais trop vite ou si vous comprenez pas, faudra pas hésiter de me le dire dans le chat et on reviendra dessus, d'accord? Donc je vais commencer, la présentation sur les modules qu'on va voir. On va faire en plusieurs parties et à chaque fin de partie, je vous laisserai me poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions par rapport au chapitre qu'on a vu. C'est bon pour tout le monde? Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, on va attendre encore 2 3 minutes. OK. Est-ce que tout le monde voit le slide? Le PowerPoint affiché? Oui, c'est bon? OK, super. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les gestes d'urgence de premiers secours, parce que par visio et avec un si peu de temps, on ne peut pas tout approfondir. Donc c'est vraiment un aperçu des premières choses à faire en cas d'urgence, d'accord? Donc vraiment quand je dis urgence, c'est, si on fait rien, la personne meurt. Alors, hop, il y a encore quelques personnes qui se connectent. OK, ça se stabilise. Donc on va attaquer. Alors, on va commencer par le premier chapitre, donc la protection et l'alerte. La première chose qu'il va falloir faire si on doit intervenir, si on trouve par exemple une personne, dans la rue qui est allongée au sol, on va pas se précipiter vers elle, d'accord? On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y a un risque imminent donc pour nous, donc on va pas se mettre en danger. Donc la première chose, on va observer, voir ce qui se passe et on va voir s'il y a des dangers, d'accord? Pour nous ou pour les personnes autour. S'il y a un danger, on va voir s'il est contrôlable. Alors par exemple, alors là c'est écrit je sais pas si tout le monde voit, un danger contrôlable, ça peut être par exemple un danger électrique. On peut couper le courant, d'accord? S'il y a un danger électrique, est-ce qu'on peut couper le courant ou non? Si on peut pas, c'est un danger non contrôlable. Donc il faudra faire soit un dégagement d'urgence ou soit faire de la protection, d'accord? Et évidemment après donner l'alerte, sans se mettre en danger évidemment. Donc les numéros d'alerte, je pense que tout le monde connaît. Alors, je vois un message. Oui, vous aurez un petit récap à la fin. De toute façon, après chaque module, je vous laisse poser des questions et j'y répondrai du mieux que je peux, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup, donc faudra pas prendre trop de temps non plus, mais j'essaierai de répondre au plus grand nombre de questions. Donc, comment donner l'alerte? Imaginons que vous êtes tout seul, vous tombez sur une personne qui est allongée au sol. On a tous un téléphone, un smartphone avec nous maintenant. Ou sinon, on crie au secours, à l'aide ou on demande à quelqu'un d'appeler les secours, d'accord? Et après, on va aborder la victime. Toujours en sécurité, en vérifiant qu'il y ait pas de danger pour nous ou pour les autres. Si malheureusement, on ne peut pas accéder à la victime, on fait une protection, donc on protège la zone pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent au niveau du sinistre et on prévient les secours, d'accord? Donc les numéros d'urgence, je vous fais un petit rappel dessus. Donc on a le 15 pour le SAMU, donc ça, c'est pour des avis médicaux. On a le 17 pour la police. Le 18, en cas d'urgence, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pour les pompiers, d'accord? Le 18 ou le 112. 112, c'est le numéro européen. Et on a un autre numéro, pas grand monde connaît, c'est le 114. Alors pourquoi je vous parle du 114? Parce que pour moi, c'est un des plus importants.
il est fait de base pour les personnes sourdes et muettes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une application, enfin c'est un numéro où on peut envoyer un SMS ou faire une visio et expliquer ce qui se passe, donner l'endroit, et cetera. D'accord? Mais pourquoi j'en parle à tout le monde? Parce que demain, vous tombez sur une situation qui est choquante pour vous, vous êtes choqué émotionnellement, il se peut que vous n'arriviez plus à parler, ça arrive à beaucoup de personnes. On n'arrive plus à parler, donc pour prévenir les secours, c'est compliqué. Donc on peut toujours utiliser cette application, enfin ce numéro, d'accord? Le 114, vous pouvez envoyer un SMS, vous expliquez la situation, le lieu où vous vous trouvez, qui vous êtes et ce qui se passe. Et vous avez une personne qui vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Est-ce que je vais trop vite? C'est bon pour vous pour l'instant? OK. Hop. Donc je vais revenir donc pour la protection. Donc on a pris l'exemple de danger électrique. Si par exemple, on voit une personne qui est allongée au sol dans un bureau, qui a un câble électrique qui est au sol, première chose à faire, on touche pas la personne, d'accord? On voit s'il y a un bouton d'arrêt d'urgence pour l'électricité, on coupe l'électricité et là, nous, on est en sécurité, on peut aller approcher la victime, d'accord? Pareil dans la rue, s'il y a quelque chose qui menace de tomber sur la personne, qui est vraiment dangereux, on ne peut pas s'approcher, on ne va pas se mettre en danger, d'accord? Ou sinon, on fera un dégagement d'urgence. On reviendra sur le dégagement d'urgence, je vous montrerai après comment on effectue un dégagement d'urgence. On va parler en premier lieu, du coup, alors je suis super, très bien. Alors, la première chose à faire quand on voit une personne au sol, alors beaucoup de personnes pensent qu'il faut vérifier si elle respire. Alors oui, c'est vrai, il faut vérifier si elle respire, mais la première urgence, c'est l'hémorragie, d'accord? Parce que si la personne a une hémorragie, en fait, ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que si elle respire pas, qu'on lui fait un massage cardiaque, mais que d'un autre côté elle se vide, le massage cardiaque, il servira à rien, d'accord? Donc c'est très rapide. Il faut vraiment vérifier si elle ne saigne pas, donc s'il y a une hémorragie. Donc tout de suite, quand on aborde la victime, je vais vous faire une démo juste après. On s'approche de la victime, on fait la prise de conscience et on va la palper. Vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie et on regarde au sol s'il n'y a pas des marques de sang ou quelque chose comme ça, d'accord? Je vais vous montrer après comment palper la victime. On va commencer par le cou, les membres supérieurs, donc on fait le tour des bras, mais c'est rapide, on ne s'attarde pas dessus, d'accord? Donc on part de l'épaule jusqu'aux mains, des 2 côtés et on fait les jambes et le cou. On regarde dans le dos et après tout de suite, en même temps, on la secoue, d'accord? Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de: «Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux». Je vais vous faire la démo juste après, d'accord? Pourquoi l'hémorragie est le plus dangereux? Parce qu'en fait, on est composé d'énormément de sang dans le corps et une hémorragie, quand je parle d'hémorragie, c'est pas un saignement, lambda, hein. Une hémorragie, c'est un saignement qu'on ne peut pas arrêter. Si on ne fait rien, la personne se vide et malheureusement décède, d'accord? Et c'est très rapide. Une artère qui est sectionnée, c'est en moins d'1 minute, 2 minutes, c'est fini, d'accord? Si on ne fait rien. Alors les choses à faire pour une hémorragie, je vais vous donner des petits mémos techniques. Donc personne, par exemple, qui a une hémorragie au niveau du bras, si elle est consciente et qu'elle vient vers vous, par exemple, elle peut vous dire où elle a mal, où elle saigne, d'accord? Donc par exemple, elle saigne au niveau du bras. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va appuyer sur la plaie, d'accord? Alors, le mieux, si possible, c'est d'avoir des gants. Après, c'est difficile d'avoir des gants tout le temps sur soi. Donc, il y a des petites techniques. Soit vous prenez un linge, un t-shirt ou quelque chose, ou sinon des sacs plastiques. Un sac poubelle ou un sac plastique. Vous mettez votre main dedans, vous appuyez sur la plaie, d'accord? Tout de suite, on va allonger la personne, tout en maintenant la plaie, d'accord? Une fois qu'on a mis la main sur la plaie, on lâche plus la plaie. On va allonger la victime et là, on va commencer à alerter. Donc, s'il y a du monde autour, on va demander aux personnes qui sont autour de nous s'ils peuvent appeler les secours. Si elles ne peuvent pas, bah, dans l'autre main, on prend notre téléphone portable, on le met en haut-parleur et on appelle les secours. D'accord? La cause de l'hémorragie, par exemple, si c'est un couteau, un ciseau, tout de suite, on l'écarte. D'accord? On écarte la cause. Je vais pas trop vite, c'est bon pour vous? Je vais essayer de faire une petite démo sur le mannequin. Je ne sais pas si tout le monde va voir. Alors, attendez. Alors, comme ça, c'est compliqué. Je vais essayer de le tourner. Est-ce que je peux faire tourner la caméra?
Alors désolé, j'essaie de faire pivoter la caméra. Alors, je viens de voir une petite question. Alors, couteau planté, jamais. Alors, s'il y a un corps étranger dans la plaie, il faut jamais retirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce corps étranger va limiter le saignement. Donc, ça sera plus une hémorragie. D'accord? Si vous le retirez, là, le sang va se mettre à sortir. D'accord? Donc, jamais enlever un corps étranger. De toute façon, je vais revenir dessus, hein. Je vais vous montrer après les choses à faire, les garrots, etc. Comment faire. Juste, je vais essayer de vous montrer. Bon, je vais le faire comme ça. Alors, je reviens sur l'avant-bras, par exemple. J'ai un saignement au niveau de l'avant-bras. Donc, première chose à faire, on comprime. Si la personne est consciente, bien évidemment, on peut lui demander de elle comprimer, de mettre sa main. Si on n'a rien, si on peut pas se protéger les mains ou quoi que ce soit et qu'on veut pas se mettre du sang sur nous, on peut, si la personne est consciente et n'a pas peur du sang, on lui demande de comprimer. D'accord? On comprime et on accompagne la personne en l'allongeant au sol. D'accord? On la garde éveillée, on lui parle et on relâche plus jamais ça. Si vous êtes au travail, que vous avez une trousse à pharmacie ou des personnels qui sont formés au premier secours ou SST, on vous ramène la trousse à pharmacie. Généralement, vous avez des pansements compressifs. D'accord? Alors, je vais pas aller loin, je vais pas, aller plus loin là-dessus parce que ça va être trop long. D'accord? Mais si vous avez des pansements compressifs ou des bandes, des compresses et cetera, c'est ce qu'il faudra faire. D'accord? Mais là, on part du principe où on n'a rien. Du principe où on n'a rien, on comprime, d'accord? Et bien évidemment, ce n'est pas une coupure, je parle d'un saignement, une hémorragie. Ça saigne, même quand on met la main, ça continue de saigner, d'accord? Donc on comprime, on allonge et on appelle les secours, d'accord? Bien entendu, en écartant la cause. Si quand je comprime, ça continue de saigner, là, on va devoir essayer si on a des pansements compressifs, on met un pansement compressif, mais à défaut souvent, une grosse hémorragie, même avec le pansement compressif, ça continue de saigner. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un garrot. Garrot, c'est vraiment le dernier recours, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux à long terme. Bon, maintenant, on est en France, les secours arrivent très rapidement. Je vous parle de ça parce qu'une hémorragie, par exemple, vous êtes dans la forêt, en randonnée ou quoi que ce soit, si vous faites un garrot, généralement, on va vous dire de noter l'heure. Pourquoi? Parce que au bout de 4 heures, si vous avez un garrot pendant 4 heures, en fait, votre, membre n'est plus irrigué et peut se nécroser. Donc il peut y avoir amputation derrière. Mais en France, n'importe où en France, maintenant, les secours arrivent en moins de 4 heures. Donc, on ne se pose plus trop cette question-là, d'accord? Donc, un garrot, on peut le faire là. Dans les trousses de secours, vous avez des garrots. À la pharmacie, vous pouvez acheter des garrots que vous pouvez avoir en porte-clés, etc. D'accord? C'est toujours bien d'en avoir un sur soi. Ou sinon, on peut faire des garrots de fortune. Donc, avec une cravate, un lien, peu importe. Il faut que ça fasse au moins 3-4 cm de large, ça serait le bien, et au moins 1,50 m. D'accord? Tout dépend après du membre où on doit faire le garrot. Donc, je vais vous montrer rapidement comment faire un garrot efficace. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est très compliqué à expliquer comme ça. Donc là, j'ai pris une cravate, d'accord, lambda. Je vais l'entourer autour de mon membre. Donc la plaie se trouve à cet endroit-là, d'accord. Le garrot, je vais le mettre juste au-dessus, d'accord. Pas besoin de le mettre sur le plus haut possible parce que sinon vous allez léser tout le membre. Donc c'est vraiment juste au-dessus, d'accord, au plus près. Et là, on va faire un nœud. On commence à faire un nœud. Je me mets juste au-dessus. Et pour qu'il soit efficace, vous pouvez rajouter un stylo à cet endroit-là. D'accord? Donc, je vais juste en prendre un. Au bureau, on a tous un stylo avec nous. S'il n'y en a pas, je vous montrerai comment faire. D'accord? Donc là, c'est pour le plus efficace, avec un lien, avec une cravate ou une ceinture ou peu importe. J'ai fait mon premier nœud, d'accord? Il n'est pas serré. Je mets le stylo à cet endroit-là. Je refais le même nœud par-dessus. Donc là, désolé, j'ai besoin de mes deux mains. Donc du coup, j'ai mon stylo qui est en dessous. J'ai refait un petit nœud par-dessus, un nœud lambda. Et après, le stylo, en fait, va me servir de tourner pour forcer. D'accord? Vous pourrez essayer, je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, le fait de tourner avec le stylo, ça va serrer, serrer, serrer. Et vous allez voir, avec l'hémorragie, c'est comme un robinet. D'accord? Vous serrez tant que ça saigne.
Au bout d'un moment, vous allez voir, le sang ne coule plus. Et à ce moment-là, on va prendre les 2 liens qui sont en dessous et là, on fait un nœud en dessous, on serre bien et on bouge plus, d'accord? Une fois qu'on a posé un garrot, peu importe le garrot, on ne le retire jamais, d'accord? Ça sera le médecin qui retirera le garrot. Même si vous avez fait un premier garrot, que ça continue de saigner, que ça ne marche pas, et ben, si possible, on repose un deuxième garrot. Mais jamais on retire le premier et on en refait un autre, d'accord? C'est très mauvais. Alors, je vais essayer de dire en même temps les petites questions que je vois. Oui, voilà, quand je dis qu'il faut écarter le danger, alors si par exemple la personne, s'est coupée avec un cutter, qu'elle l'a dans la main et qu'elle saigne, bah, tout de suite, on lui retire de la main, on le pose plus loin, d'accord? Pareil des ciseaux ou quoi que ce soit. Ou c'est tranché avec peu importe l'objet, en fait, on le retire, d'accord? Pour éviter qu'on se fasse mal. Alors 10 centimètres la plaie. Alors peu importe la taille de la plaie en fait, hein. La taille de la plaie, bah, en fait, si elle peut faire 10, 15, 20 centimètres, ça va être hémorragique à un seul endroit. D'accord? Il va y avoir une entaille à un seul endroit. Quand c'est hémorragique, c'est souvent l'artère qui a pris, d'accord? Donc on appuie le plus fort possible sur la plaie, d'accord? Malheureusement, si c'est non, le garrot doit-il mis non, il y a plus de 2 centimètres, d'accord? C'est vraiment juste au-dessus. Après, c'est à l'œil, hein, on va pas mesurer ou quoi que ce soit. C'est vraiment au plus près de la plaie. Avant, il y avait on parlait de 10 à 15 centimètres, mais en fonction d'où ça se trouvait, c'était compliqué. Si par exemple, c'est quasiment au niveau du coude, bah, au niveau du biceps, c'était compliqué, d'accord? C'est vraiment pile poil avant la plaie. Alors là, je parle bien sur une hémorragie au niveau de l'avant-bras, par exemple. Maintenant, vous allez me dire s'il y a une hémorragie au niveau de la carotide. Donc là, le garrot, il est compliqué, d'accord? Même s'il y a des techniques pour en faire, pour arrêter les saignements à cet endroit-là, en tant que simple secouriste sans matériel, on va pas pou on il y aura aucune solution à part de comprimer, d'accord? Et là, ça c'est très rapide. Donc on comprime le plus fort possible, on allonge la victime et on alerte les secours, d'accord? On reste avec la personne et on lui parle, on essaie de la garder éveillée le plus longtemps possible. C'est bon pour vous là-dessus? Alors, après il y a d'autres saignements, le saignement de nez, le plus courant, d'accord? Donc ça peut être un simple saignement ou ça peut être hémorragique aussi. Donc la première chose à faire, alors on le voit encore trop souvent, c'est de mettre la tête en arrière. Jamais mettre la tête en arrière, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fonction du côté où ça saigne, donc si ça saigne de ce côté-là, je comprime assez fort la narine et je penche la tête en avant, d'accord? Et là, par contre, je ne vais pas allonger la personne parce qu'elle va s'étouffer avec son sang. On va l'asseoir, d'accord? On l'assoit, on lui demande de comprimer et de garder la tête en avant, d'accord? Il n'y a que ça à faire. Même si ça continue de saigner, ça continue de saigner, tant pis, bah, il y aura que ça à faire, on attend. D'accord? On attend les secours. C'est bon pour vous là-dessus? Vous avez d'autres questions sur l'hémorragie? OK. Alors, on va passer au deuxième cas. Donc, on a 4 cas d'urgence vitale, d'accord? Donc la première cause, le plus gros danger, c'est l'hémorragie, d'accord? En deuxième cas, qui arrive avant le malaise, alors pour le saignement de nez, doit-on faire appel au secours obligatoirement? Alors non, c'est pareil, c'est propre à chacun en fonction de il n'y a rien entre guillemets de d'urgent, enfin de grave, sauf si le saignement s'arrête pas. Si vous voyez qu'au bout de 15 minutes, donc vous comprimez, vous gardez la tête en avant, qu'au bout de 10-15 minutes, ça continue de saigner, vous pouvez téléphoner au 15 pour avoir un avis médical, vous aurez un médecin. Il va vous conseiller soit d'aller de vous-même à l'hôpital ou d'aller voir un médecin, le plus simple, ou soit si vous ne pouvez pas vous déplacer, soit il vous enverra une ambulance et vous emmenera à l'hôpital, d'accord? Après tout dépend, c'est vraiment au jugement. C'est sûr qu'on n'appelle pas tout de suite quand on voit quelque chose. En fait, il faut savoir ce qui se passe, d'accord? Un saignement de nez, ça peut être rien comme ça peut être beaucoup, d'accord? Des fois, il y a beaucoup de personnes qui saignent souvent du nez, ils se connaissent. Mais si ça continue de saigner au bout de 15 minutes si ça continue de saigner au bout de 15 minutes, on demande un avis médical, d'accord? Alors j'ai été déconnecté, jamais la tête en arrière pour un saignement de nez. Toujours comprimer, la tête en avant et on regarde pendant 10-15 minutes si ça arrête le saignement. Si ça arrête le saignement, bah, très bien, on se nettoie et puis c'est fini, d'accord? Si ça s'arrête pas, bah, là, va falloir consulter parce qu'au bout d'un moment, vous allez perdre beaucoup de sang et ça peut vous donner la tête qui tourne, d'accord?
Alors, on peut mettre de la glace, ça fait, c'est vasoconstricteur aussi, mais ça suffit de comprimer le nez et de garder la tête en avant, d'accord? Et puis, on n'a pas souvent de la glace aussi à proximité. Alors, donc comme je disais, on reviendra là-dessus après, d'accord? Comme je disais, alors la première urgence vitale, c'est l'hémorragie. La deuxième, c'est l'obstruction des voies aériennes, quelqu'un qui s'étouffe. S'étouffe. Pourquoi? Parce que pareil, si elle s'étouffe, il va falloir retirer le corps étranger. Sinon, la suite logique, c'est l'arrêt cardiaque. D'accord? Donc c'est très rapide, hein. Généralement, en tant que pompier, on le fait très rarement, ces choses-là, parce que le temps qu'on nous appelle et qu'on arrive, la personne est déjà en arrêt cardiaque. D'accord? Donc, je vais vous apprendre à différencier l'obstruction des voies aériennes complète et incomplète. Il ne faut pas se tromper, parce que les techniques ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, une obstruction des voies aériennes complète, la personne, généralement, on est à table, elle va avaler de travers et elle va s'étouffer, d'accord? La plupart du temps, la personne va se tenir à ce niveau-là, va se pencher en avant et va devenir toute rouge, d'accord? Si elle peut parler, si elle arrive à tousser, si vous entendez un son qui sort de sa bouche, c'est pas une obstruction complète des voies aériennes, d'accord? Donc là, il y a pas de geste, il y a pas de claque dans le dos ou les techniques que je vais vous montrer après, parce que ça peut justement engendrer une obstruction complète. Si vous entendez un cri, qu'elle peut respirer, qu'elle peut même si c'est difficilement et qu'elle peut parler, on fait pas on il y a pas de geste, il faudra juste l'asseoir, appeler les secours et la rassurer, d'accord? Et qu'elle se calme, qu'elle garde une respiration tranquille. Maintenant, si elle se tient vraiment au niveau de la gorge, qu'elle peut pas respirer, qu'elle devient toute bleue, qu'il y a pas de son, qu'on n'entend pas de cris, pas de respiration, là, il va y avoir les gestes. Donc on va commencer par les 5 claques dans le dos. Alors, je vais prendre un mannequin pour essayer de vous montrer à tous. On voit pas très bien. Hop, voilà. Donc les 5 claques dans le dos. On va se mettre sur le côté de la personne et vous voyez avec mes doigts, je vais mettre ma main ici au niveau du visage, d'accord? Je vais faire un V comme ça. Je vais maintenir, on va pencher la personne en avant et avec le talon de la main droite ou gauche, peu importe si vous êtes droitier ou gaucher, je vais mettre 5 claques vigoureuses entre les 2 omoplates, d'accord? C'est pas 5 claques d'affilée comme ça, c'est vraiment on la penche en avant et c'est assez fort, d'accord? C'est 1, on regarde si ça sort, 2, jusqu'à 5. Si évidemment l'objet ou le corps étranger qui était dans la bouche sort au bout de 2 claques, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 5 claques, d'accord? Ça sort, on regarde, on discute avec la victime, on l'assoit, on la rassure, d'accord? Si ça sort pas, on va jusqu'à 5. C'est de 1 à 5 claques dans le dos. Je fais mes 5 claques dans le dos. Au bout de 5 claques, malheureusement, elle s'étouffe toujours, ça sort pas. Je me positionne derrière, d'accord? Et en fait, je vais prendre mon poing comme ça et je vais le mettre juste au-dessus de son nombril. Donc, je cherche son nombril, je me mets juste au-dessus de son nombril comme ça. Je prends mon autre main et en fait, ça va faire un effet de piston et je vais remonter vers le haut, d'accord? C'est vraiment assez fort. Donc, je remonte une fois d'un coup, 2 fois, jusqu'à 5 pareil. Généralement, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Si au bout des 5 fois, pareil, ça sort pas, donc c'est très mal engagé. On recommence, les 5 claques dans le dos et les 5 compressions abdominales, jusqu'à que la personne tombe inconsciente et malheureusement tombe en arrêt cardiaque. Là, après, ça sera le module d'après. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant, les 5 claques dans le dos? Et comment différencier les 2 obstructions? Alors maintenant, je vais vous montrer, oui, j'ai vu pour les nourrissons. Donc, je vais vous montrer pour les enfants et pour les nourrissons. Donc, pour les enfants, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, vu qu'on est adulte, on se mettra pas forcément debout. Donc, si l'enfant est assis sur une chaise, on va se mettre à son niveau, à genoux derrière. On va faire les claques dans le dos. Alors, pareil, la force, on modère en fonction du gabarit de la personne. Mais je vous garantis que moi, l'ayant déjà fait sur mon nourrisson d'1 an, quand vous voyez que la première claque, elle passe pas, bah, vous tapez toutes vos forces, hein. On s'en fiche, il faut que ça sorte. D'accord? Donc après, c'est à modérer en fonction de la corpulence, bien sûr, de la personne. Que veut dire CAT? Conduite à tenir, pardon. OK. Donc sur un enfant, ça sera exactement la même chose, d'accord? 5 claques dans le dos et la technique dite M-Leash avec le poing au dessus du nombril, la main
et un effet piston en diagonale vers le haut, d'accord? Il n'y a pas de virgule comme ça ou de hop et on remonte, c'est vraiment en diagonale vers le haut, d'accord? Ça fait un effet piston. Maintenant pour le nourrisson, là par contre, si vous avez des enfants en bas âge, donc nourrisson c'est jusqu'à 1 an, hein, d'accord? Si vous avez des enfants en bas âge, je vous invite à vous «entraîner» entre guillemets, pas à lui mettre des claques dans le dos mais à faire le positionnement, d'accord? Donc pareil, je viens mettre ma main comme ça ici pour maintenir son visage et en fait, là je vous montre, je serai assis et ça sera sur ma jambe. Je l'installe vers la tête vers le bas comme ça sur ma jambe, d'accord? Donc pareil, je viens faire les 5 claques dans le dos. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je mets la main derrière la tête, derrière la nuque, l'avant-bras sur son dos jusqu'à ses fesses et je le retourne sur mon autre jambe, d'accord? En étant assis sur une chaise. D'accord? Je regarde qu'il n'y ait plus rien dans la bouche. Si ça ne marche pas, mais je mets 2 doigts au niveau de son sternum, juste au-dessus de son sternum, d'accord? À la dernière côte du sternum et là, ça va être des compressions abdominales, d'accord? Et j'enfonce. Je fais 5 fois, d'accord? Pareil, je regarde si ça sort pas. Si ça sort pas, je remets ma main et je pivote. Donc vraiment, si vous avez des enfants en bas âge, vous entraînez à faire juste ce mouvement-là, d'accord? Toujours la tête vers le bas et on pivote comme ça, d'accord? Donc pour une femme enceinte ou une personne obèse, il y a une autre technique parce que justement, si on peut pas faire le tour de la personne et pour faire la technique d'Emlich, c'est compliqué, d'accord? Donc là, par contre, ça sera comme un massage cardiaque, d'accord? Donc la personne est allongée, ça sera comme un massage cardiaque. Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Donc j'avance assez rapidement sur tous les modules et après en fonction du temps qui nous reste, on reviendra sur les modules où vous avez plus de questions, d'accord? On reviendra et je vous remonterai tout. Alors j'ai vu EMLISH. Comment ça EMLISH? Alors EMLISH, c'est la technique, c'est la personne qui a inventé le geste. En fait, vous faites les 5 claques dans le dos et en fait, le fait de mettre le poing au-dessus du nombril et de foncer, on appelle ça la technique EMLISH, d'accord? Voilà. Donc là maintenant, on a vu les 2 choses les plus graves. Donc on a vu l'hémorragie et l'obstruction des voies aériennes, d'accord? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'abordement de la victime. Comment savoir si elle respire ou pas, d'accord? Vous tombez sur une personne qui est allongée au sol dans la rue, bah, il va falloir savoir ce qu'elle a, d'accord? On n'appelle pas tout de suite les secours. C'est Ce qui est compliqué, c'est que si vous voyez de loin une personne qui est allongée au sol, on ne sait pas ce qu'elle a. Si vous appelez les secours, la personne au bout du fil, le pompier ou le médecin, va vous poser plein de questions. Et si vous ne savez pas répondre, c'est compliqué, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, donc déjà, toujours, on revient à la protection, d'accord? Se mettre en sécurité, intervenir en sécurité. On aborde la victime, on s'approche et on va voir ce qu'elle a, d'accord? On va lui poser des questions. Si elle nous répond, si elle ne répond pas, est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle ne respire pas? Et à ce moment-là, on peut appeler les secours pour leur dire bah, ce qui se passe, d'accord? Alors, j'essaie juste de trouver comment retourner la caméra comme tout à l'heure, mais voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Évidemment, il y a mon chien qui se met devant. Désolé. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Je vais mettre le mannequin à cet endroit-là. Je regarde si tout le monde voit bien. Ok, super. Donc là, je vais vous faire un abordement de la victime. Donc, je vais tout faire en. Donc là, je ne verrai pas l'écran, d'accord?
Je vais tout faire de A à Z et je vais revenir vers vous. Vous me poserez des questions si vous avez compris ou pas, d'accord? Je vais essayer de parler en même temps et on fera un petit débrief après. Donc là, on part du principe qu'on est dans la rue, on tombe sur une personne ou au travail. On vous appelle, il y a une personne qui est allongée au sol, d'accord? Je vérifie qu'il n'y a aucun risque autour, que j'interviens en sécurité. Je vais aborder la victime. Donc, première chose, vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie, la chose la plus grave, d'accord? Je regarde s'il n'y a pas de tache de sang autour. Je regarde au niveau du cou avec mes mains. Je regarde mes mains si je n'ai pas de sang. Je regarde les bras, les jambes. Et là, maintenant, je vais lui prendre les mains, d'accord? Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Je vais mettre mes 2 mains sur les épaules et me secouer en même temps, d'accord? Donc, c'est assez vigoureux et parler assez fort, d'accord? On va la secouer. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Elle ne répond pas. Donc là, c'est une personne qui est inconsciente, d'accord? On a déjà une première chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'elle respire, cette personne. Donc, pour ça, je vais me mettre à côté. Je vais mettre une main sur le front et 2 ou 3 doigts sous le menton, d'accord? Et ce qu'on va faire, je vais faire un basculement léger de la tête en arrière, donc en appuyant sur le front et en élevant le menton, d'accord? Pas trop fort. Et en fait, ça va libérer les voies aériennes. Comme ça, si elle s'étouffe ou s'il y a la langue qui se relâche dans la gorge, ça lui permet de respirer, d'accord? Je fais ça, je vais me pencher légèrement en avant, je vais mettre mon oreille au-dessus de sa bouche et les yeux en direction de l'abdomen, d'accord? Pendant 10 secondes, donc je compte jusqu'à 10 et je regarde toujours l'abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, d'accord? Je regarde. Pourquoi en direction de l'abdomen? Pour voir si celui-ci se soulève. S'il se soulève, c'est que la personne, elle respire, d'accord? Donc là, on va partir du principe, première situation, que la personne respire. Donc très bien, la personne respire, elle est inconsciente qui respire, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on peut demander soit à quelqu'un qui est à côté d'appeler les secours, on va lui dire qu'on est en présence d'une personne qui est inconsciente qui respire, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va la mettre en PLS, donc position latérale de sécurité. Donc, je vais vous montrer la pratique qu'on voit dans les livres, avec le bras, etc. Mais ce qu'on veut en fait, quand on parle de position latérale de sécurité, c'est que la personne soit sur le côté, tout simplement, d'accord? Donc, la façon dont on la met sur le côté, on s'en fiche. Nous, en tant que pompier, je vous garantis qu'on ne fait jamais parfait comme dans les bouquins. La personne, elle est inconsciente qui respire, on la prend, on la met sur le côté, d'accord? Après, on la cale comme on peut. Mais le principal, c'est qu'elle soit sur le côté et que si elle vomit, elle ne s'étouffe pas, d'accord? Et on surveille. Maintenant, je vais vous montrer la technique qu'on voit dans les livres, mais souvent, en la voyant qu'une fois et en plus par visio, c'est très compliqué de la mettre en pratique, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat attendu, c'est que la personne soit sur le côté le plus rapidement possible. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un avec vous, vous lui demandez d'appeler les secours, d'accord? Si jamais vous êtes tout seul, on met le téléphone à côté en haut-parleur, on appelle les pompiers, on se présente, vous dites où vous êtes en présence d'une personne inconsciente qui respire, que vous êtes en train de la mettre en position latérale de sécurité et que vous attendez les secours. D'accord? Donc là, sur le maintien, ça va être compliqué de vous montrer. Je vais vous montrer sur moi, alors je sais que ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si ça va être parlant. Donc la personne est comme ça, on met le bras à 90, vous allez prendre le main opposée et vous allez mettre le dos de la main au niveau de son oreille, d'accord? Tout en maintenant cette main avec votre main. L'autre main, vous allez lever le genou opposé. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une main au niveau du coude, une main au niveau du genou et pivoter vers vous. D'accord? Ça va faire une bascule. La personne va se retrouver comme ça et vous stabilisez sa jambe. D'accord? Une fois que vous êtes comme ça, là, vous surveillez toujours si elle respire jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, je ne sais pas si c'est assez parlant pour vous. Je vais remettre la caméra. On n'ouvre plus la bouche de la victime quand elle est en PLS. Alors, quand elle est sur le côté, si vous pouvez, on montre à chaque fois, on baisse le menton pour ouvrir la bouche. Mais le principal, c'est pas, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. C'est plein de petits détails souvent qu'on explique, mais les gens se perdent et se confondent. Ce qu'il faut savoir, c'est la mettre sur le côté, surveiller si elle respire. Donc, surveiller si elle respire, poser sa main légèrement sur l'abdomen et contrôler, ou même avec les yeux, des fois, on voit l'abdomen qui se soulève, d'accord? Et on contrôle jusqu'à temps qu'il y ait les secours qui se présentent, d'accord? Donc,
encore une fois, c'est quelque chose, quand vous êtes en présence d'une personne comme ça, tout le temps que vous allez attendre, même si c'est que 5-10 minutes, ça va vous paraître une éternité, c'est très long. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est essayer de toujours parler à la victime, la rassurer, même si elle est inconsciente, bah, parler, essayer de la stimuler et vérifier si elle respire. Alors, un enfant face à un adulte inconscient qui ne connaît pas l'adresse, comment faire au téléphone avec les secours? Alors, bonne question. Alors, un enfant déjà, moi, c'est ce que j'explique à mes enfants, s'ils ont ils n'ont pas de téléphone encore à leur âge, si ça arrive à la maison, si ça m'arrive à moi ou ma femme, d'aller sonner chez les voisins, déjà prévenir un adulte, d'accord? Alors les appels géolocalisés en France, c'est une grosse galère. Alors dans les films, ça marche super bien. En France, le gros problème, c'est qu'ils doivent demander, l'autorisation à l'opérateur, donc ça prend un temps fou. Donc on n'est pas au point là-dessus pour géolocaliser quelqu'un, d'accord? Il faut demander l'autorisation à l'opérateur, enfin c'est très compliqué. Donc si l'enfant ne connaît pas l'adresse, déjà, il faut essayer de lui dire, la ville, d'essayer de dire la ville et cetera, d'accord? Et d'essayer de trouver un adulte pour l'aider. C'est quelque chose de compliqué, hein. Mais bon, si l'enfant a un téléphone, faut qu'il aille sur une application, par exemple, et qu'il aille sur, qu'il connaisse comment, donner le point GPS du téléphone. Donc il y a des applications, voilà, j'ai vu Stay in Alive, hem, ça c'est des très bonnes applications, mais pareil, tout le monde n'est pas, équipé de cette application. Pour faire vite, cette application, hem, si vous êtes secouriste, vous téléchargez cette application, vous dites que vous êtes secouriste et cetera. On va vous demander plein d'informations, des diplômes et tout et le jour où il y a un arrêt cardiaque près de chez vous, en fait, vous êtes géolocalisé. Le jour où on a un arrêt cardiaque près de chez vous, le SAMU, en fait, s'ils ont un appel pour un arrêt cardiaque, ils vont envoyer les secours, bien évidemment et s'ils vous le voient juste à côté, genre à 200-300 mètres, ils vont vous envoyer un SMS. Ils vont vous demander si vous êtes disponible. Si vous êtes disponible, ils vont vous donner le lieu exact et vous demander si vous pouvez intervenir avant l'arrivée des secours, d'accord? Donc moi, ça m'est arrivé 2-3 fois déjà et c'est vraiment, une application qui sauve des vies, hein. Alors il y a l'option sans diplôme peut-être, je sais pas, moi je l'ai fait au tout début quand ça a été quand ils l'ont sorti, ils demandaient un diplôme de secourisme. Le souci à 4 ans, oui, il ne sait pas lire donc pareil, l'histoire d'un enfant à 4 ans déjà qu'il a un téléphone, ouais, c'est compliqué, alors c'est des choses très compliquées après faut vraiment s'adapter. Moi, j'ai appris à mes enfants s'il y a un problème à la maison, c'est tout de suite sortir et d'appeler les voisins, d'essayer de crier dans la rue et de ramener quelqu'un et d'apprendre leur adresse, pareil, mais il faut qu'il arrive à parler et cetera. Mais le plus simple, oui, c'est d'appeler au secours. Heu, Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Ouais, crier au secours, voilà, c'est le plus logique, hein. Moi, je vois que ça, tout dépend de l'âge après de l'enfant. Après, plus ils grandissent, plus, bah, ils connaissent l'adresse et cetera. Voilà, donc là, une personne inconsciente qui respire, première chose, on vérifie, c'est vraiment très rapide, hein, en quelques secondes, hein, on vérifie qu'il y ait pas d'hémorragie, qu'il y ait pas de sang au sol, d'accord? Parce que du coup, on voit une personne allongée au sol, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc soit c'est une ça peut être une hémorragie, elle s'est coupée, soit c'est juste un malaise lambda, on ne peut pas savoir. Après tout de suite, on la stimule. «Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les yeux». Vous mettez bien 2 mains sur les épaules en la stimulant et on pousse, on secoue assez fort, d'accord? C'est des questions simples pour avoir des réponses simples, d'accord? Si elle répond pas, on vérifie la respiration, donc bien le bascule de la tête en arrière. On écoute si elle respire et bien l'attendre 10 secondes, d'accord? Et on regarde l'abdomen, d'accord? Si elle respire, très bien, on la met en PLS. Et on a fait l'appel des secours en même temps, en simultané. Prochain cas de figure, l'arrêt cardio-respiratoire. Donc là, on va refaire la même chose. Je vais vous refaire la même chose. Et du coup, là, par contre, elle ne respirera pas, donc il n'y aura pas de PLS. Ce sera le massage cardiaque. Je vais vous faire en premier lieu le massage cardiaque, jusqu'au massage cardiaque. Et après, bien sûr, si vous avez un défibrillateur, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer comment le poser et où en trouver. Et je reviens vers vous. D'accord? Je vais remettre l'ordinateur vers le mannequin.
Donc là, pareil, je m'approche de la victime, on refait tout pareil depuis le début. On cherche qu'il n'y ait pas une hémorragie. La prise de conscience de la personne. Donc, monsieur, vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Elle ne répond pas. Je me mets à côté, main sur le front, je bascule la tête en arrière. J'écoute. Et là, je m'aperçois qu'elle ne respire pas. D'accord? Donc là, elle ne respire pas. Je m'approche. Donc là, tout de suite, au secours. Appelez les secours. Si vous êtes tout seul, téléphone en haut-parleur. Vous allez commencer le massage cardiaque et en même temps, vous allez prévenir les secours. Donc, c'est assez sport, c'est très compliqué, surtout un massage cardiaque tout seul. C'est plus efficace au bout de 2 minutes. D'accord? Donc, s'il y a du monde autour, essayez de vous relayer. D'accord? Parce qu'un massage cardiaque, c'est très éprouvant. Pour que ça soit bien fait, c'est très éprouvant. D'accord? Donc, si possible, va falloir déshabiller la victime si vous avez quelqu'un qui vous rapporte un défibrillateur. Sinon, gardez le t-shirt, en fonction si c'est une femme ou quoi que ce soit, d'accord? Gardez le t-shirt en attendant. Les secours le feront à leur arrivée. Ce qu'il faut faire, c'est le talon de la main au milieu de la poitrine, d'accord? Vraiment au niveau du sternum. Vous mettez bien en position. Alors, pas comme ça parce que là, vous n'aurez pas de force. C'est vraiment bien 90 et c'est pas les bras qui poussent, c'est vraiment le corps qui descend, d'accord? Sinon, vous n'auriez pas de force. Donc, talon de la main. Avec l'autre main, je viens crocheter les doigts pour pas que les doigts touchent. Je me mets bien en avant. Et là, vous voyez, c'est assez profond. On enfonce de 5 à 6 cm. D'accord? Alors, pareil, là, c'est parce que c'est un adulte. On reviendra après pour l'enfant et le nourrisson. 5 à 6 cm et c'est un rythme de 2 par seconde. Donc, c'est assez rapide. D'accord? Donc là, depuis la période Covid, c'est compliqué, ça a changé. D'accord? Donc, on parle normalement de 2 compressions thoraciques, de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations. D'accord? Donc là, la personne en soi, vous ne la connaissez pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du bouche à bouche. D'accord? Par contre, si c'est quelqu'un de votre famille que vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas, mais vous vous sentez de faire bouche à bouche, je vais vous montrer comment on fait, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, 30 compressions thoraciques. S'il y a le bouche à bouche à faire, pareil, main sur le front, je bascule la tête en arrière, je pince le nez, avec ma bouche, j'englobe sa bouche, je souffle 1 fois, 2 fois, je relâche et je reviens à 30 compressions thoraciques. Ça sera ça tout le temps, d'accord? Donc 32. Si jamais la personne, vous ne la connaissez pas, vous ne sentez pas de faire le bouche à bouche, c'est un massage cardiaque en continu, d'accord? On ne s'arrête pas, donc il n'y a plus de chiffres. On masse en continu jusqu'à l'arrivée des secours. Ou du défibrillateur. On reviendra dessus après. Défibrillateur. Je vais venir vers vous déjà pour l'enfant. Alors l'enfant, ce sera pareil. On part du principe que c'est un enfant. Par contre, le massage cardiaque, ça sera à une main. D'accord? Parce que la cage thoracique est beaucoup plus petite. On se met comme ça en position à une main et on enfonce. Pareil, le même rythme. D'accord? Un enfant, même si ce n'est pas le vôtre, alors, moi personnellement, le bouche à bouche, je le ferai. D'accord? Après, on vous reprochera jamais. Même si demain, là, vous avez vu une formation pour faire le massage cardiaque, bon, vous ne l'avez pas pratiqué, mais même si vous l'avez pratiqué, demain, vous ne sentez pas de faire un massage cardiaque, on ne pourra jamais rien vous dire, d'accord? On ne vous reprochera jamais rien. Par contre, la seule chose qui est obligatoire, c'est de prévenir les secours. Donc, vous téléphonez, vous dites, écoutez, il y a une personne en arrêt cardiaque à cet endroit-là, vous ne sentez pas de faire le massage cardiaque, vous ne le faites pas, c'est pas grave, d'accord? Par contre, si vous n'appelez pas les secours, là, c'est du pénal. La seule chose qu'on vous demande en France, c'est de prévenir les secours, d'accord? Donc, pour un enfant, c'est la même chose. On masse en continu si on ne fait pas de bouche à bouche, ou sinon, pareil, 32. D'accord? Pour un nourrisson, là, je pense que tout le monde fera bouche à bouche. Le massage cardiaque est différent, donc il n'y aura pas de bascule de la tête en arrière, d'accord? Si je reviendrai sur le sujet. Pareil, c'est comme tout à l'heure, pour la technique Amish pour un enfant. On met 2 doigts au niveau du sternum, comme ça. Quand on peut en mettre 3, vous en mettez un au niveau de la ligne mammaire des tétons et 2 au-dessus, d'accord? Vous relevez le dernier et là, vous appuyez avec 2 doigts. Donc, c'est assez compliqué à faire. Hein. On n'a pas beaucoup de force dans les doigts. C'est très compliqué pour certaines personnes. Et on appuie, d'accord? Et pareil, c'est assez vite. Une fois qu'on a fait ça, là, par contre, on ne pince pas le bout du nez. On ne bascule pas la tête en arrière parce que c'est pas assez solide encore. Et on va englober le nez et la bouche, d'accord? C'est la bouche à bouche à nez. Donc, on englobe, pareil, 2, et on continue. On reprend le massage.
Et ça jusqu'à l'arrivée des secours. Tout à l'heure, je reviens juste sur le simple malaise. Vous êtes en présence d'un nourrisson pour le stimuler, pour lui poser des questions, il ne répondra pas, d'accord? Donc, des techniques pour stimuler un bébé, on va claquer autour, on va mettre le petit doigt dans sa main, et ils ont un réflexe, en fait. Les bébés, quand on met le petit doigt dans la main, ils ont un réflexe de serrer, s'ils sont conscients, d'accord? Le fait de claquer les doigts autour de sa tête, de le stimuler, on va voir s'il ouvre les yeux ou pas, d'accord? Hop. Je vais essayer de regarder les questions. Alors là, je viens de voir. Un massage cardiaque mal réalisé peut-il aggraver la situation? Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de massage cardiaque parfait, d'accord? Même chez les pompiers, chez les secours, le massage cardiaque, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire vraiment, très, très bien. Donc, vaut mieux faire que pas faire, de toute façon. Même si c'est mal fait, vaut mieux faire que pas faire. Vous allez de toute façon, si vous faites rien, la personne va décéder, donc ça peut pas être pire, d'accord? Les chiffres, c'est 3 massages cardiaques, 2 bouche à bouche. Non, 30. Les compressions thoraciques, c'est 30. 30 et 2 bouche à bouche, d'accord? Par contre, si vous ne faites pas le bouche à bouche, c'est un massage cardiaque en continu, on ne s'arrête pas. En tant que civil, doit-on faire 5 insufflations starter pour un nourrisson? Alors, vous pouvez le faire. Là, j'en parle pas là-dedans parce que c'est beaucoup d'informations. Mais sinon, après, en tant que secours, si vous savez le faire et que vous le connaissez, vous le faites. Mais si vous le faites pas, ça va rien changer. En fait, 5 insufflations chez un nourrisson, pourquoi? On part de ce principe-là, c'est comme les noyés. Un nourrisson, quand il est en arrêt cardiaque, généralement, c'est une cause respiratoire. Donc c'est pour ça qu'on commence par 5 insufflations. Mais allez pas vous mélanger avec tout ça, c'est plus technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, si vous faites pas les 5 insufflations, vous commencez par le massage cardiaque, c'est pas grave. D'accord? Alors le sternum, alors c'est vraiment entre les 2 pectoraux, entre les 2 seins. C'est là au niveau de la dernière côte. C'est vraiment où vous avez le petit creux. D'accord? C'est vraiment à cet endroit-là qu'on place le talon de la main. Heu, Aurons-nous un PDF récap? Alors le PDF où je fais les slides, alors vous pourrez avoir ça. Je travaille encore dessus parce que là, moi, je travaille sur un logiciel qui est crypté quand je fais mes formations d'habitude et en fait, je peux pas le copier. Donc je suis en train de travailler pour faire quelque chose de assez clair et compréhensif pour monsieur et madame tout le monde. D'accord? Pour l'instant, je l'ai pas, mais sinon il y a ça. Ce que je vous conseille aussi, ce qui est très bien maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est YouTube. Vous avez beaucoup de pompiers ou beaucoup d'associations qui font des vidéos sur tous les gestes. Donc le massage cardiaque chez l'adulte, chez l'enfant, chez le nourrisson, l'hémorragie, pareil. D'accord? Vous avez beaucoup de vidéos très bien expliquées qui vous montrent tout de A à Z. Vous avez un doute, vous avez envie de regarder, vous allez sur YouTube et c'est très, très bien expliqué, d'accord? Vous avez d'autres questions par rapport à ça pour l'instant ou par rapport même au tout début, tout ce qu'on a vu? Donc là, on va voir le dernier module avec le défibrillateur et après on reverra un peu tout depuis le début et vous me dites, là où vous sentez pas, où vous avez des questions. Je suis désolé, hein, en visio, c'est assez délicat, il y a pas d'interaction pareille. Alors, peut-on mettre un enfant en PLS? Oui, tout à fait. Alors un enfant, c'est la même PLS qu'un adulte. Un bébé, un nourrisson, en fait, on va le prendre dans les bras sur le côté comme ça, d'accord? On tient bien la tête. Soit vous le donnez à la maman ou au papa qui est présent, qu'ils tiennent dans les bras. Généralement, ils seront plus rassurés. Mais souvent, quand ça arrive à un bébé, un nourrisson qui est en arrêt ou qui fait un malaise, ils vous voient y arriver, vous dites que c'est vous secouriste, ils vous le jettent dans les bras, hein. Ils comptent sur vous, ils misent tout sur vous. Donc, pour le mettre sur le côté, bah, on le met sur le côté, on le tient dans les bras. D'accord? Psychologiquement, un tips pour garder son calme. Alors, ça, c'est très compliqué, ça dépend de monsieur et madame tout le monde, hein.
tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne sait pas comment on va réagir. D'accord? Donc ce qu'il faut se dire, enfin, pour essayer de garder son calme face à un état de crise, il faut essayer de respirer calmement, se concentrer et après vous êtes pris dans la chose. Si vous savez ce que vous avez à faire, c'est machinalement, vous allez faire vos gestes et c'est après qu'on cogite. D'accord? Mais si sur le coup, vous êtes choqué émotionnellement, là après c'est propre à chacun, je sais c'est tant qu'on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas savoir comment réagir. Voilà, l'adrénaline prend le dessus en fonction de monsieur et madame tout le monde aussi. Alors, pour le rythme du massage cardiaque, on se cale bien toujours sur celui du Staying Alive des Bee Gees. Alors, oui, il y a ça. Après, je vais vous montrer aussi sur le défibrillateur. Alors, le défibrillateur, ça fait peur à beaucoup de personnes. Par contre, c'est ce qui sauve des vies et c'est génial. Même un enfant est capable de l'utiliser, d'accord? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous l'ouvrez et que vous le branchez, en fait, tout est expliqué. Il y a une voix qui vous parle et qui vous dit de faire des choses. Tant que vous ne le faites pas, ça continue de vous le répéter, d'accord? Et après, vous allez avoir un rythme qui va vous donner le rythme pour le massage cardiaque, d'accord? À chaque fois, il vous dit quoi faire. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui fait vraiment peur aux gens qui en ont jamais vu, qui ont jamais utilisé, mais c'est quelque chose de en soi très simple et ça rassure beaucoup de personnes parce qu'il y a une voix, il y a quelqu'un qui parle et qui nous dit quoi faire, d'accord? Donc maintenant en France, on est assez bien équipé quand même, on en retrouve un peu partout dans toutes les boutiques, les pharmacies. Donc sur un périmètre, généralement, on arrive toujours à en trouver un. Et bien évidemment, si vous êtes tout seul, vous restez auprès de la victime. Par contre, s'il y a du monde autour, vous les prévenez et vous leur dites, par exemple, d'aller à la pharmacie du coin ou à la boutique du coin, d'essayer de trouver un défibrillateur. Ils sont affichés par une petite étiquette verte avec écrit DAE souvent. Je pense que tout le monde en a vu. Alors, si la victime fait un AVC, notre intervention est différente. Alors tout ça, c'est des il y a plein de cas, alors je vais en parler, rapidement. C'est compliqué de parler parce qu'il y a l'AVC, il y a plein d'autres pathologies. L'AVC, c'est des questions à poser, des questions simples et cetera, d'accord? On parle souvent d'AVC, mais c'est très compliqué à déceler. Il y a des petites choses à poser, à voir, après qu'on a l'habitude, mais ça peut être un AVC ou ça peut être autre chose, d'accord? Généralement, la personne, au début, quand ça arrive, un AVC, elle est consciente, d'accord? Vous voyez qu'elle est mal orientée, qu'elle répond à côté de la plaque, qu'elle est pas comme d'habitude. Si c'est une personne qui fait un malaise lambda, qui vous parle, qui dit qu'il se sent pas bien au travail, pour voir si c'est un AVC, on va lui poser des questions. «Est-ce que tu sais où on est?» Si elle vous répond, complètement à côté de la plaque, on va poser d'autres questions derrière. On va lui faire lever les bras en même temps devant, d'accord? S'il y en a qu'un seul qui se lève, ça peut être un signe aussi, d'accord? C'est plein de petites questions comme ça, mais en fait, même en tant que simple secouriste, on va jamais dire: «C'est un AVC». Il y a que le médecin qui va pouvoir vous dire: «C'est un AVC», d'accord? On n'a pas la science infuse, même si on peut orienter, on va se dire: «Ça peut être un AVC». Il y a on il y a que le médecin qui vous dira: «C'est un AVC», d'accord? Mais de toute façon, il y a rien d'autre à faire de plus si la personne est consciente au début. C'est juste prévenir les secours le plus rapidement possible parce qu'il va falloir qu'elle soit transportée très rapidement. C'est préconisé sur les lieux de travail. Oui, le défibrillateur, normalement, vous en avez sur votre lieu de travail. Donc les pompiers s'étaient super bien guidés. L'opérateur est resté avec moi. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous appelez les secours, même si vous êtes panique ou quoi, vous avez une personne au téléphone qui va vous rassurer. Elle va vous dire: «Écoutez, j'ai envoyé les secours. Je vais rester avec vous au téléphone» et va vous guider sur quoi faire. Une personne qui fait un arrêt cardiaque, elle va vous dire souvent, on le fait à des enfants, mais même à des adultes qu'on n'a jamais vus, ils vont vous dire: «Positionnez-vous à côté, mettez vos mains sur sa poitrine et vous allez appuyer». D'accord? Ils vont vous guider jusqu'à temps qu'il y ait les secours qui soient avec vous. D'accord? Vous êtes jamais réellement tout seul. Acheter un défibrillateur est conseillé. Alors sur le lieu de travail, oui. À la maison, pas vraiment parce que déjà c'est un coût très cher et vous faites un malaise cardiaque vous-même, si vous êtes toute seule, enfin le défibrillateur il sert à rien. D'accord? Et c'est très compliqué parce qu'il y a plein de vérifications à faire. Faut que ça soit déjà à l'achat, c'est très, très cher. Il faut que ça soit vérifié tous les ans. Enfin, c'est quelque chose qui est pas encore au point pour que ça soit à la maison. Alors, je vais vous montrer tout de suite, du coup, comment l'utilisation de notre défibrillateur. On va retourner la caméra. Hop là.
là, c'est un défibrillateur de formation, donc qui ne ressemble pas forcément à ceux que vous allez voir dans la rue, d'accord? Mais c'est le même principe. Donc, tout d'abord, là, du coup, vous êtes aperçu que la personne est en arrêt cardiaque. Si vous avez un défibrillateur qui est juste à côté dans votre bureau et que vous êtes tout seul, commencez par le massage cardiaque. La priorité, c'est le défibrillateur, d'accord? Même si elle reste 1 minute sans massage cardiaque, c'est le défibrillateur qui compte le plus rapidement possible, d'accord? Si vous êtes tout seul, s'il y a quelqu'un, vous massez, quelqu'un vous apporte le défibrillateur, et le temps qu'il soit préparé, on continue de masser, d'accord? Là, je suis tout seul, j'ai un défibrillateur à proximité, donc c'est super. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ouvre, je l'allume. À partir du moment où je l'allume, normalement dans la rue, à peine vous l'ouvrez, il se met en marche, d'accord? Et on va écouter, il nous dit tout quoi faire. Donc là, j'allume. Retirer les vêtements du torse du patient. Voilà. Donc là, il me dit de retirer les vêtements du torse du patient. Ouvrir le sachet et appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. J'ouvre le sachet et je dois appliquer les électrodes. Appliquer les Tant que je l'aurai électrodes pas comme fait, indiqué dans les je vais le illustrations. répéter. Donc, je vous montrerai après. Il y a des Ouvrir le logos sachet pour et savoir où les appliquer mettre. les électrodes sur la poitrine nue du patient. Appliquer les électrodes comme indiqué dans les illustrations. Voilà, il répétera tant que ce n'est pas appliqué. Ouvrir le sachet et appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Donc là, je suis vraiment. Appuyez fermement les électrodes sur la peau. Appliquer les électrodes comme indiqué dans les illustrations. Appliquer les électrodes comme indiqué dans les illustrations. Appuyez fermement les électrodes sur la peau. Ne pas toucher le patient. Voilà. Analyse du rythme cardiaque en Il ne cours. doit pas toucher le patient, il fait une analyse de son cœur. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Choc conseillé. Ne pas toucher le patient. Donc là, il me dit qu'il y a un choc conseillé, donc on se recule. Choc délivré. Commencez le massage cardiaque. Là, il a délivré un choc. Et là, il me dit de commencer le massage cardiaque. Et là, je ne sais pas si vous entendez, on a un rythme. Donc on se met en position et il compte pour nous. Donc on se met en position et on suit. 20. 30. Faire 2 Je insufflations. me dis de faire les 2 insufflations. Si je ne me sens pas de les faire, je ne m'arrête pas, je continue le massage cardiaque. D'accord? Et à chaque fois qu'il va faire une analyse, donc là je vais l'éteindre, à chaque fois qu'il va faire une analyse du rythme cardiaque, il va me dire ne touchez pas le patient, analyse en cours. Donc à ce moment-là, je m'écarte, je demande aux personnes autour de s'écarter, il fait son analyse. S'il y a un choc recommandé, il va nous le dire. Généralement, il fait automatiquement, tout seul, ou sinon il va vous dire choc recommandé, et il va y avoir un bouton qui va s'allumer, qui va sonner, il faudra appuyer dessus. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire très bien attention, c'est qu'on ne soit pas sur un sol mouillé, qu'on ne soit pas mouillé. Si on est dehors qu'il pleut, malheureusement, tant pis, c'est comme ça. Faire attention qu'il n'y ait pas une plaque d'égout en dessous, parce que c'est conducteur. D'accord? C'est les choses à faire attention. D'accord? Et vraiment, pas toucher la personne. Donc, dans une sacoche, via le défibrillateur, vous allez retrouver un rasoir. Donc, le rasoir, c'est pour les personnes qui ont des poils. Et on va raser au niveau où on va mettre les patchs, sinon ça ne va pas tenir. D'accord? Donc, on rase vite fait, on colle les électrodes. Vous allez avoir une paire de ciseaux donc pour couper les vêtements. On découpe les vêtements, on arrache tout. Et vous allez avoir des patchs adultes et enfants. D'accord? Si pour X raison, normalement c'est vérifié, il y a toujours tout, vous n'avez pas de patch pour les enfants. Et vous tombez sur un enfant en arrêt cardiaque. On peut mettre les patchs adultes, ça ne va rien changer. Par contre, ça sera mis différemment. D'accord? Il faudra mettre le patch adulte au milieu de la poitrine et l'autre derrière entre les 2 omoplates. D'accord? Et après, c'est exactement la même chose. Mais généralement, vous avez de toute façon, vous avez adulte et enfant dans chaque défibrillateur. C'est vérifié, c'est quelque chose qui est bien suivi. Là, on parle vraiment en mode dégradé. Donc, je reviens dès le début. Si j'ai un défibrillateur à proximité, je le pose immédiatement. Si j'en ai pas, je fais mon massage cardiaque, on m'apporte un défibrillateur et là, à ce moment-là, je m'arrête et on pose le défibrillateur. D'accord? Et c'est lui qui prend le relais. Après, il n'y a plus qu'à écouter. Il va vous dire ne touchez pas le patient, analyse en cours, choc recommandé ou non. S'il n'est pas recommandé, c'est un peu mal engagé et du coup, il va falloir continuer à masser. Si là, comme tout de suite, il vous dit que le choc est recommandé et qu'il choque, c'est qu'on a vraiment une grosse chance de ramener la personne. D'accord? Alors, je vais vous ramener juste les patchs pour vous montrer les dessins.
qu'il faut faire aussi attention, donc c'est encore des détails, c'est que vous pouvez tomber sur des personnes qui ont un pacemaker. Donc, quand vous allez déshabiller la personne et que vous allez poser les patchs, généralement, il y a une petite cicatrice et il y a une petite bosse au niveau de la poitrine, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est pas le poser dessus, on va le poser légèrement en dessous, d'accord? Hop, je vais remettre en haut avec ça. Alors, je vais remonter les questions. Ouais, l'application Stay in Live, il y a tous les DAE sont indiqués. Et même si vous en avez un nouveau à côté de chez vous, vous pouvez vous-même en rentrer un. Ok. Oui, on met bien les deux. En fait, ce qui se passe entre les deux patchs, c'est qu'il va y avoir un arc électrique entre les deux. D'accord? C'est ce qui va relancer le cœur. Voilà. Alors, le petit dessin qu'il y a sur le patch, pour bien vous montrer. Voilà. Normalement, on ne peut pas se tromper. Donc, il vous montre bien. Donc, celui-là, on le met au niveau de la poitrine. Vous voyez un peu de travers, comme ça. Et le deuxième, de l'autre côté, ça sera vraiment sur le côté, sur le flanc, d'accord? Sous la poitrine. Mais c'est vraiment sur le côté. Et entre les deux, il y aura le cœur et du coup, ça fera un arc électrique. Alors, si le défibrillateur n'est pas à proximité et que nous sommes seuls avec la personne. Non, on laisse jamais la victime seule. Toujours, une fois qu'on est en présence de la victime, on la lâche plus, on reste avec elle. Si on est tout seul, tant pis, on fait le massage cardiaque tout seul. D'accord? S'il y a quelqu'un qui passe ou quoi que ce soit, là, on va demander d'aller chercher un défibrillateur, mais on laisse jamais la personne toute seule. Pour les nourrissons, ça sera exactement la même chose, sauf le massage cardiaque, comme je vous ai dit. Mais pareil, les nourrissons, alors nourrissons, c'est un an, c'est jusqu'à un an, d'accord? Vous avez des patchs pareils pour nourrissons, c'est exactement pareil, ce sera un devant et un derrière. Alors, est-ce que pour l'instant, tout a été clair pour vous? Donc là, on a vu tous les chapitres. Alors, c'est assez rapide, c'est assez court parce que vous manœuvrez pas. Donc, c'est vraiment juste de l'audio. C'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. On ne va pas essayer d'aller trop approfondir dans toutes les techniques, toutes les pathologies qui puissent exister parce qu'on n'a pas le temps et c'est vraiment trop technique comme ça juste à l'oral. Mais sur tous les chapitres qu'on a vus, si vous voulez, on repart du début. Donc, ce qu'il faut retenir, toujours intervenir en sécurité, d'accord? Donc, protection et l'alerte. En premier lieu, on a l'arrêt d'une hémorragie, les obstructions des voies aériennes, le malaise conscient ou non, d'accord? Alors, victime qui ne respire plus, obligatoirement massage cardiaque. Bah oui. Si elle respire plus, c'est que tout, si elle vient juste de s'arrêter de respirer, alors c'est assez ambigu, mais de toute façon, c'est le massage cardiaque. Si elle vient juste de tomber en arrêt et que c'est dû ventilatoire, par exemple, à l'obstruction des voies aériennes, elle va tomber, elle respire plus, d'accord? Donc, elle va avoir encore un rythme cardiaque pendant très peu de temps, un très court instant parce que quand on retient notre respiration, on arrive à retenir. Mais au bout d'un moment, le cœur s'arrête aussi, d'accord? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, elle respire plus, c'est massage cardiaque. Je pense, j'ai besoin désormais de faire la formation pratique. Alors c'est ce qu'il y a de mieux, parce que même en pratiquant une fois dans l'année ou une fois tous les 2-3 ans, en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu en réel, c'est jamais pareil, C'est très compliqué. Mais c'est bien quand même de s'informer parce que même quand vous le pratiquez, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez d'une salle de formation, vous sortez, vous avez oublié 80. C'est pour ça qu'on ne rentre pas trop dans les détails. Pareil, la PLS, le but recherché, c'est que la personne soit sur le côté. Tous les petits détails, la main, et cetera, le coude, moi, je m'en fous personnellement et on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est des petits détails des fois qui stressent les personnes, elles ont peur de mal faire. Ce qu'on veut rechercher, c'est que la personne soit sur le côté. Donc, peu importe la façon dont vous la mettez sur le côté,
Ça sera jamais comme en salle de formation, on est dans un terrain vague et on n'a pas de gêne. Vous tombez sur une personne qui fait un malaise dans les toilettes, vous avez pas de place, c'est compliqué, il y aura le dégagement d'urgence. D'ailleurs, je vais revenir sur le dégagement d'urgence. Je vais vous montrer les 2 façons qu'il y a à faire. Enfin, c'est jamais comme à l'école, il y a toujours des situations compliquées, d'accord? Alors sur les malaises oui, alors sur les malaises, je vais vous expliquer les questions à poser, d'accord? Le plus simple, parce que ça arrive souvent au travail, une personne qui fait un petit malaise vagal ou quoi que ce soit, la personne est consciente, mais elle se sent pas bien. Donc là, pareil, avant d'appeler les secours, on va essayer d'en savoir un peu plus, d'accord? Ça t'est arrivé à quel moment? Est-ce que tu as fait un effort? Oui, non. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Si c'est la première fois, OK. Ou si c'est pas la première fois, c'était quand la dernière fois? Est-ce que tu avais vu le médecin pour ça? Qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que tu prends des médicaments tous les jours? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Plein de petites choses. De toute façon, si vous les oubliez ou quoi que ce soit, le médecin va obligatoirement vous les poser au téléphone. Donc c'est pour ça que ne jamais appeler trop vite les secours. Il faut essayer d'avoir le plus de bagages avant d'appeler les secours. Parce que si vous appelez tout de suite, en fait, il va vous poser énormément de questions, vous allez pas savoir répondre, donc vous allez les poser en même temps. Si vous savez pas quoi poser, vous appelez le 15 et de toute façon, lui va poser les questions. Mais il faut essayer d'en savoir un peu plus. D'accord? Sans se stresser ou quoi que ce soit. Alors, les patchs utilisés sont réutilisables au risque de ne plus coller? Non. Une fois que les patchs de DSA ont été posés, on les enlève plus, il y a que le médecin qui les retire, on les garde jusqu'à l'hôpital. Après, c'est jeté, c'est remplacé. Alors, peut-on faire boire à quelqu'un qui a fait un malaise? Alors, tout dépend du malaise. Si c'est un simple malaise vagal au travail et qu'elle est consciente, bien sûr, on peut si elle a soif, alors on va pas la forcer à boire par contre. Si elle a soif, elle peut boire. D'accord? Alors, je pensais qu'il ne fallait pas bouger un blessé pour éviter d'aggraver les choses. Comment savoir si la PLS ne va pas poser de soucis? Donc, très bonne question aussi. Alors, une personne, par exemple, qui est inconsciente, qui respire, donc c'est à ce moment-là qu'on va la mettre en PLS. Si elle a le bras cassé ou quoi que ce soit, c'est pas grave. De toute façon, ce qui prime, c'est pas le bras cassé, c'est sa conscience, d'accord? Elle est inconsciente, qui respire. Si on veut qu'elle continue à respirer et qu'elle s'étouffe pas, on va devoir la mettre sur le côté et on va la mettre sur le côté du membre lésé, d'accord? Donc si elle a le bras, si elle est blessée au niveau gauche, on va la mettre sur le côté niveau gauche, d'accord? Pour plus que ça bouge. Pareil si c'est un saignement, comme ça arrête le saignement aussi. Alors pareil, avant la PLS, on parlait souvent de quel côté on la met en PLS. On se stresse plus avec ça, il y a plus de côté ou quoi que ce soit. Avant, on disait qu'on la mettait du côté gauche. On avait un petit mémo technique, on disait qu'une femme était maladroite, donc si elle a mal à droite, on la met du côté gauche. D'accord? Mais il faut plus se poser cette question-là, on la met du côté, qu'on peut. Des fois, vous allez être dans des endroits exigus, bah, malheureusement, on peut la mettre que d'un côté. Retirer le casque d'un motard ou pas? Alors jamais, jamais. Il y a des techniques, il y a que les sapeurs-pompiers ou les personnes formées qui peuvent faire ça, d'accord? Jamais en tant que civil, on retirera un casque. Si pour savoir qui respire, bah, on ouvre la visière et on peut apprécier la respiration comme ça et regarder l'abdomen, d'accord? Après 5 claques dans le dos, pouvez-vous rappeler combien de fois il faut faire la méthode Heimlich? Alors c'est 5 fois les 2, donc 5 claques dans le dos, 5 fois Heimlich et on continue jusqu'à temps que la personne est consciente. Une fois qu'elle tombe au sol et qu'elle est inconsciente, bah, là, c'est le massage cardiaque qui prend la relève. Alors oui, alors ça fait peur aux gens, d'abîmer des côtes quand on fait un massage cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction, pareil, du gabarit de la personne, on casse des côtes. C'est malheureusement, bah, on casse des côtes, mais bon, vaut mieux avoir des côtes cassées et vivre plutôt que pas casser de côtes et puis que le massage cardiaque soit pas efficace et de mourir. D'accord? Donc oui, en fonction de la morphologie de la personne, souvent on casse des côtes. Non, la personne ne peut pas porter plainte. Que vous lui cassiez des côtes, vous lui avez sauvé la vie, sa plainte ne sera jamais recevable.
Alors avant, oui, la PLS pour les femmes enceintes était différente. C'est ce que je disais justement, le petit mémotechnique avec maladroite. Maintenant, il y a plus de côté, d'accord? Vous mettez du côté que vous pouvez. En fait, ce qui est compliqué avec les gestes de secours en France, c'est que tous les temps, le médecin-chef de la région où vous vous trouvez ou même, le médecin-chef change et en fait, lui, il décide ou non de garder certains gestes de secours ou de certaines techniques. En fait, c'est lui qui choisit en fonction de comme il veut. S'il a décidé que, bah, là, maintenant, c'est comme ça, bah, ça change tout le temps, en fait. Même nous, en tant que pompiers, enfin, c'est compliqué en fonction des départements. Normalement, on a un référentiel national, mais par exemple, en Essonne et ben, c'est départemental, donc nous, on fait pas comme les autres. C'est assez compliqué. Pendant que j'y pense, je vais juste vous mettre un petit lien, hem, pour une appréciation de la formation avant que j'oublie. Pensez à aller dessus et mettre un petit lien, ça serait gentil. Je vous le mets tout de suite et on continue les questions, hein. C'est juste avant que j'oublie. Hop. Alors dites-moi, hein, si vous avez tous bien reçu et n'hésitez pas à poser des questions, hein, toujours. Hop. Alors, je remonte. Si la trachée est bouchée, du coup, de faire un autre orifice pour l'aider à respirer, ce n'est pas de notre ressort. Comment ça, faire un autre orifice? Une trachéo, ouais. Alors non, ça c'est vraiment des techniques d'urgence, hein, qu'on voit à l'armée. C'est des choses qu'on voit à l'armée, je l'ai vu moi-même en étant à l'armée. C'est vraiment, des cas extrêmes, hein. On fait pas ça dans la vie de civil tous les jours, on fait jamais ça. Même un médecin, ne fera même pas ça, dans la rue à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Ils ont d'autres techniques. C'est vraiment en cas dégradé, hein. Ce qu'on voit dans les films, c'est pas c'est pas le réel. Alors, que faire en cas de piqûre de guêpe dans la gorge? Alors pareil, c'est différent, ça dépend de la réaction des gens. Des gens qui sont allergiques aux guêpes, une simple piqûre sur le bras, ils vont faire un œdème et pareil, ils pourront plus respirer. Alors malheureusement, on n'a rien à faire. Ces gens-là, les personnes qui sont allergiques comme ça, généralement, ils se baladent avec une seringue d'adrénaline avec eux. S'ils ont pas ça, malheureusement, bah, au bout d'un moment, ils tombent en arrêt cardiaque et il faudra attendre les secours. Le médecin qui injecte, justement le produit. Morsure de vipère, pareil, tout ça, c'est plein de petits cas, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut se dire, tout ce qui aspire venin et cetera, c'est mauvais. Parce qu'en fait, le fait d'aspirer le venin, ça va aussi faire sortir votre sang. Donc du coup, le venin va se mélanger à votre sang. D'accord? Donc c'est des choses, il faut aller vite à l'hôpital, en fait. Pareil, il faut être sûr que c'est une vipère. Maintenant, avec tous les gens qui font venir des serpents de l'étranger et cetera, on n'arrive plus vraiment à reconnaître les vraies vipères et cetera, parce qu'ils font plein de mélanges. Des fois, on va croire que c'est une simple vipère, alors que non, en fait, ça va être un autre cas. Donc ce qu'il faut, c'est aller aux urgences le plus rapidement possible, si vous le pouvez, ou sinon appeler les secours. Alors aspirine pendant une crise cardiaque recommandée. Alors je peux pas vous c'est des choses où je peux pas répondre parce que je suis pas médecin, d'accord? Je peux pas vous dire de faire ça, il y a que le médecin qui peut vous dire des choses comme ça, d'accord? Moi, je suis pas médecin, je pourrais jamais vous dire de prendre tel ou tel médicament, d'accord? Ce qu'il faut en cas une personne qui fait une crise cardiaque, on est sûr qu'elle fait une crise cardiaque et qu'elle est encore consciente, qu'elle le sent arriver. Il y a des petits gestes qui sauvent. Il faut essayer de la forcer à tousser, par exemple. C'est des petites techniques, tousser et cetera et la garder consciente le plus longtemps possible, d'accord?
pour une morsure de serpent, c'est pas garrot pour ralentir la circulation du venin dans le sang, et cetera. Donc ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Pareil, vous êtes dans la jungle, enfin, vous pouvez pas avoir de médecin rapidement. C'est des choses qu'on peut faire, mais c'est pas des choses qu'on va vous recommander là, demain dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut, c'est que vraiment aller, si vous avez pas moyen de rejoindre l'hôpital ou d'avoir des secours dans les 4 heures, oui, faites un garrot. Mais en fait, maintenant n'importe où en France, on peut rejoindre les secours. Là, si c'est vraiment vous êtes en randonnée, que vous avez pas de réseau, que vous pouvez les secours ne sont pas peuvent pas venir, tout de suite. Il y a plein de techniques vraiment en mode dégradé, quoi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une simple vipère en France, enfin, on meurt pas comme ça, hein, il y a rien de grave. Ça fait très mal, oui, mais ça peut pas après tout dépend des personnes aussi. Tout dépend où se trouve la morsure et cetera. Donc personne réagit pareil. Je suis pas spécialisé non plus dans la morsure de serpent, mais donc là, ce que je vous invite à faire déjà, c'est sur votre lieu de travail, savoir où se trouve ou si vous avez un lieu de pharmacie ou quoi que ce soit. Regardez ce qu'il y a dans la trousse de secours, savoir et souvent faut la vérifier aussi parce que souvent c'est périmé. Heu, ce que je conseille, c'est d'avoir des garrots, des bandes, des pansements pour les choses lambda, sinon des pansements compressifs. Donc pansements compressifs, c'est pour les hémorragies, d'accord? Faut se dire que le garrot, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment au dernier moment qu'on met un garrot, d'accord? Il y a plein de choses avant. Les pansements compressifs maintenant qu'on a, c'est comme une grosse éponge en fait, avec une bande assez élastique. Si vous mettez ça assez bien serré, généralement l'hémorragie s'arrête, hein. Vous pouvez attendre les secours tranquillement. Quand une personne reprend conscience après avoir été placée en PLS, suite à un malaise ou autre par exemple, faut-il toujours la mettre en position assise? Alors, vous avez mis une personne inconsciente qui respire, qui est en PLS, elle reprend conscience, d'accord? Vous n'allez pas l'obliger à la mettre dans une position. Si elle se sent bien allongée sur le côté, déjà, il faut la rassurer, lui expliquer ce qui s'est passé, calmement. Si elle se sent bien allongée, on la laisse comme ça, d'accord? Si elle veut se relever, s'asseoir, on l'assoit tranquille, mais on la laisse par terre. On l'assoit pas sur une chaise parce que si elle retombe en malaise inconsciente, il peut y avoir une chute de la chaise, d'accord? Donc toujours l'asseoir au plus bas, donc par terre contre un mur ou si vous n'avez pas de mur, vous placez derrière pour la soulager, d'accord? Mais il faudra la laisser dans la position où elle se sent le mieux. La technique du garrot. Alors oui, je vais vous montrer la technique du garrot sans le stylo, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez tous, la tête d'alouette aussi. Donc par exemple, vous mettez comme ça. Alors attendez. Vous passez ça comme ça. Vous voyez, j'ai une boucle ici. Les 2 brins, vous les passez dedans. Donc vous tirez, ça fait un premier serrage, d'accord? Et après vous vous retrouvez avec 2 brins. Donc vous les prenez d'un côté et de l'autre et là en tirant ici, en tirant là, ça va serrer très fort, d'accord? Vous serrez le plus fort possible et après vous faites un nœud. Parce que si vous faites pas comme ça et que vous faites un nœud lambda quand vous le faites, il se desserre quand au moment où vous relâchez. Là, ce nœud-là, en fait, il va rester serré. Vous pouvez faire vos nœuds et bien serré. Mais c'est pareil, là, sans vous le faire pratiquer, c'est juste en vous montrant comme ça, c'est très compliqué, à expliquer. Vous avez d'autres questions? Je reviens un petit peu sur les numéros d'urgence. Donc retenez bien le numéro 114, hein, qui est très important, qui peut servir dans toute situation. Pareil, par exemple, en cas d'attentat, ou quoi que ce soit, on l'avait vu, avec la personne, les otages qui étaient cachés. Généralement, pour téléphoner à la police, eh ben, on fait du bruit si on téléphone, d'accord? Donc c'est pareil, c'est un numéro. Si vous avez votre téléphone en silencieux, vous pouvez envoyer un SMS et tout expliquer la situation, d'accord?
Oui, dégagement d'urgence, bien vu. Alors, je peux pour vous montrer, oui, c'est compliqué. Ce qu'il faut si je vais vous le montrer sur le mannequin, même s'il a pas de bras, pas de jambes, je vais le faire sur le bébé. Après, c'est vraiment des techniques d'école. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si la personne, par exemple, elle est dans un local, vous êtes dans une pièce, vous apercevez qu'il y a une personne à l'intérieur, le local est enfumé et que vous pouvez la sortir, vous allez la sortir comme vous pouvez. On va vous donner des techniques. On prend par les deux pieds, d'accord? On va se lever, on va tirer la personne, d'accord? Le plus loin possible. Ou sinon, on prend par les poignets et pareil, on tire, d'accord? Par contre, c'est des choses qui sont très compliquées en fonction du poids de la personne. Donc, c'est vraiment vous adapter à la situation comme vous pouvez. Si vous préférez la prendre ici, par les bras, enfin, vous la portez comme vous pouvez. C'est vraiment à chaque fois, dans les cours, dans l'école, on explique des choses, mais c'est jamais en situation réelle, c'est jamais comme à l'école, hein. C'est à la situation. Donc, la plupart du temps, c'est par les poignets et par les pieds, d'accord? Après, c'est 112, oui, c'est le numéro européen. Donc vous tombez sur une plateforme, vous pouvez tomber sur où il y a la police et les pompiers, d'accord? Et après en fonction de votre cas, bah, ils vous orientent chez les pompiers ou sur la police. Le 114, c'est quoi? Alors le 114, c'est le numéro qui est fait pour les sourds et muets de base, où vous en fait, vous envoyez un SMS au numéro 114 et vous pouvez expliquer n'importe quelle situation, même si vous n'êtes pas sourd et muet. Maintenant, en fait, ils ont fait l'option où vous pouvez prendre des photos de la situation et vous avez le visio aussi. Donc le 114, tout le monde peut l'utiliser. Comme je disais, si vous arrivez sur une situation, vous êtes choqué émotionnellement, vous n'arrivez pas à parler. Si vous faites le 18 et que vous n'arrivez pas à parler, ça va être compliqué de se faire comprendre. Donc le 114, vous pouvez tout écrire par SMS et vous avez un opérateur qui vous répond et qui vous envoie les secours. Alors j'espère oui que vous avez appris un petit peu quand même si c'est délicat quand même par visio. Le mieux, c'est de le pratiquer. Donc même chez vous, je vous dis, hein, regardez des vidéos sur YouTube. Si vous avez des enfants ou même votre mari, votre femme ou quoi, entraînez-vous sur vous. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez être le formé le mieux possible comme vous le jour où ça vous arrive, on ne sait pas comment on réagit, d'accord? Donc il faut essayer de garder son calme et puis après, c'est l'adrénaline qui fait le reste. Mais oui, avoir les bases, c'est important. Le problème en France, c'est qu'on ça devrait être obligatoire déjà dès l'école, dès la plus petite, classe et nous apprendre les secours tous les ans. Donc merci en tout cas à vous d'avoir écouté le petit visio. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose quand même et n'hésitez pas à le pratiquer, hein. N'hésitez pas encore si vous avez encore quelques questions. Alors dans le cas d'un AVC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cas, c'est des cas compliqués. Hem, un AVC, en fait, c'est un caillot qui va boucher une artère, d'accord? Donc peu importe où elle va se situer. Donc la personne, va plus être claire. Alors des fois on le voit, des fois on le voit pas, mais la personne va être désorientée. Donc c'est des questions à poser, en fait. En tant que
que même secouriste lambda, on peut dire que ça peut être un AVC, mais on ne peut pas le certifier, d'accord? Il y a que le médecin et le scanner qui va nous le dire. Mais si la personne, on lui pose des questions, des questions simples et qu'elle nous répond à côté, par exemple: «Quel est le président de la République actuelle?» et qu'elle nous répond: «Mitterrand», c'est qu'elle est à l'ouest, d'accord? C'est plein de petites choses comme ça. Donc c'est plein de petites choses questions à poser, mais il y aura rien de fait, il y aura pas de geste à proprement dit pour l'AVC, c'est juste des questions à poser, d'accord? Pour la crise d'épilepsie, oui, c'est une très bonne question parce que ça arrive souvent encore. Une personne qui fait une crise d'épilepsie, donc qui va convulser au sol, heu, ce qu'il faut faire, c'est la protéger, d'accord? Se protéger nous, protéger sa tête, essayer de mettre un coussin, un vêtement sous sa tête parce qu'elle va convulser et qu'elle risque de se cogner. N'essayez pas d'aller chercher sa langue comme on entend encore trop souvent, parce que si vous mettez vos doigts dans sa bouche, en fait, vous pouvez perdre vos doigts, d'accord? En fait, on n'avale pas la langue. La langue, c'est un muscle. En fait, quand on dit qu'on avale sa langue, non, c'est la langue qui se relâche et qui va tomber dans la gorge, d'accord? Elle va se relâcher, donc ça va boucher les voies aériennes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de PLS. Donc pendant la crise, en fait, on peut rien faire. Si on peut la mettre sur le côté, si possible la maintenir, mais il ne faut pas se mettre en danger, d'accord? Il faut la maintenir, elle va se cogner de partout. Une fois que la crise est passée, la laisser en PLS et la laisser revenir à elle, d'accord? Elle va être très désorientée au moment du réveil. Et il faut la rassurer, lui expliquer ce qui s'est passé, et cetera, d'accord? Et des fois, ça peut être des crises convulsives qui durent très longtemps, très longtemps, très longtemps. Donc, on a l'impression de se sentir seul parce qu'il y a rien à faire, mais il faut laisser passer la crise. Une dernière question. Un jeune enfant face à un adulte en arrêt cardio-respiratoire, il ne connaît pas les gestes de premier secours. Que faut-il lui dire de faire à part essayer d'appeler les secours? Donc, pareil, encore une fois qu'il a prévenu les secours, que les secours sont prévenus, bah, faut, en fonction de son âge, hein, s'il est capable de le faire, lui montrer comment faire le massage cardiaque. Il n'y a que ça à faire, d'accord? Pas de bouche à bouche, mais le massage cardiaque. Donc positionner ses mains, sachant même si c'est pas le massage cardiaque n'est pas assez fort, c'est toujours mieux que rien, d'accord? Peut-on risquer de faire un dégagement d'urgence, même si les risques extérieurs ne sont pas contrôlés? Alors tout dépend, pareil, tout dépend du risque. Je prends toujours comme exemple, vous avez une, heu, une pièce enfumée. Alors on nous apprend toujours, heu, vous avez un bureau qui est enfumé, d'accord? Où il y a le feu dans un bureau, c'est tout enfumé, les fumées sont très noires, on ne voit pas à l'intérieur, d'accord? La base qu'on nous apprend, si on voit une victime, qu'on aperçoit quand même la victime, on peut s'engager, pas trop loin, d'accord? Il faut prendre une apnée, on lui tire les pieds, on la sort, d'accord? Par contre, si on ne la voit pas et qu'on sait qu'il y a une personne à l'intérieur qui crie au secours, malheureusement, on ne s'engage pas, d'accord? Parce que ça serait faire 2 victimes. On ne sait pas si par exemple c'est aller trop loin, aller à 30 mètres, prendre une apnée sur 30 mètres, pas savoir où est la victime parce qu'il fait noir, se perdre, après ça fait 2 victimes, d'accord? Par contre, demain, c'est votre enfant qui est dans une pièce, ça peut faire 200 carrés, n'importe qui s'engage, donc après c'est compliqué, si c'est compliqué, d'accord? C'est une personne de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez ou quoi, vous allez vous engager, après il faut être, sûr de vous, quoi. Hem, ah oui, au revoir à ceux qui s'en vont. Alors attendez, j'ai des pubs qui s'affichent. Le centre antipoison, il y a toujours un numéro. Si nous avons l'info, pouvons-nous les contacter en attendant les scores? Oui, oui, le centre antipoison, vous pouvez toujours les appeler. Alors, tout dépend en fonction d'où vous vous trouvez. Il me semble que c'est un 01. Je ne le connais pas par cœur. Je sais que vous le tapez sur internet et vous pouvez les contacter directement. Si c'est une prise médicament ou une morsure d'un animal ou quoi que ce soit, ils peuvent vous aider. En attendant les scores, oui, c'est toujours ça de gagner. Bah, merci à tous en tout cas et passez une très bonne journée et puis peut-être on se verra sur une formation en présentiel ou pas. En tout cas, très bonne journée à vous et bonne continuation.